Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes jeudi 6 mai 2021, francinfo.fr. Merci, ravi de vous retrouver. Donc il y a 200 ans, l'empereur Napoléon décédait le 5 mai 1821. Bien, j'y reviendrai en seconde partie. Un point de détail, encore merci pour toutes les personnes qui tous les jours me laissent un petit message et viennent laisser leur adresse mail pour recevoir la vidéo directement au départ donc de ma page web francinfo.fr. J'ai un petit souci, Gilles, la personne qui s'occupe, si vous voulez, de travailler avec les logiciels et pour me faire ce site, rajouter des incrustations francinfo.fr dans les coins, etc., remettre des photos supplémentaires et tout, est souffrant, il est hospitalisé. Donc je vais travailler un petit peu à l'ancienne, sans retouche, et puis on va essayer de faire comme ça pendant une semaine, le temps qu'il revienne à son domicile, et on lui envoie tous nos voeux de rétablissement. Bien, merci. Bon, que des tristes nouvelles, c'est l'horreur, c'est affreux. Désespoir, révolte, Deux petits de 5 et 7 ans sont maintenant orphelins de père parce que la police de Macron, Darmanin, laisse prospérer les voyous et les autres dealers, parce que l'immigration continue d'envahir la France, parce que les mondialistes refusent de reconnaître le lien entre immigration et terrorisme, entre immigration et délinquance, et cela contre l'évidence. Bien entendu, Mélenchon en tête, bien sûr. Voilà, on peut que avoir un sentiment de colère, de haine en pensant à ces deux petits orphelins. Pourquoi ? Eh bien, hier, un policier de 30 ans, abattu par 2 balles à Avignon, tiré par un trafiquant de drogue qui est parti en trottinette. Voilà, dans des rues très très étroites où les véhicules ne peuvent pas circuler. Voilà. On peut aussi rappeler l'enfant de Samuel Paty aussi, lui aussi âgé de 5 ans, et on pense à tous les autres orphelins. Et je vais revenir, aux filles, les grandes filles de cette dame assassinée au commissariat il y a encore une semaine. Je vais y revenir, vous allez comprendre la manipulation qu'il y a eu là-dessus. On n'en peut plus. Mais il paraît que cette insécurité, cette dégradation de notre pays, ne serait-ce qu'un fantasme. C'est un fantasme de généraux en charentaise, mais ce n'est absolument pas la vérité. Il n'y a absolument pas d'insécurité, c'est simplement un fantasme d'extrême droite. Voilà. Alors, encore une horreur hier, une mère de famille brûlée vive en pleine rue. Voilà, une mère de famille de 31 ans, sauvagement tuée par son mari à Mérignac. Voilà. Et lui-même avait 44 ans. Voilà. La victime a été tuée dans des circonstances barbares. Le drame s'est produit vers 18h dans un quartier résidentiel de Mérignac, dans le sud-ouest. Un incendie tout d'abord été allumé dans la maison où la victime habitait avec son mari et ses 3 enfants de 3, 6 et 11 ans. La mère de famille, Chahinez, 31 ans, est sortie du logement mais a été rattrapée par son compagnon qui lui a tiré dessus avec un fusil, au moins à 2 reprises, dans les jambes. Il s'est acharné sur elle, voilà, raconte la voisine, et il lui a tiré dessus une première fois, elle était encore vivante, il lui a encore retiré dessus. Puis, l'homme l'a aspergée d'un liquide inflammable contenu dans un bidon avant de mettre le feu à son corps. La femme est décédée, son corps a été retrouvé calciné en pleine rue. Non, mesdames, non, messieurs, ce n'est pas au Pakistan ou en Afghanistan, mais dans les rues de France, dans la France de Macron 2021. Voilà. Le coupable, Mounir. Vous avez tout compris ? Mounir, il se croit au bled là-bas, Ma femme me plaît pas, ma femme me trompe, ma femme, j'ai des doutes, hop, je la tue. Mais bien sûr. Il avait été condamné en 2020 à 18 mois de prison. Et pour violence conjugale à l'égard de son épouse, voilà, 18 mois de prison, dont 9 mois sortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans. Voilà, il avait été incarcéré à l'issue de cette audience en comparution immédiate. Le couple s'était séparé à l'issue de ce procès. Et voilà, et la justice avait été clémente parce que vous comprenez, il vient d'une autre culture, il ne s'appelle pas Pierre, il s'appelle Mounir, donc il a un peu plus le droit que les autres de tabasser sa femme, et voilà.
Et les deux enfants étaient d'un premier mariage, et donc le petit de 3 ans était leur enfant commun. Et évidemment, les enfants, heureusement, n'étaient pas là lors du drame. Il y a eu une prise en charge psychologique par le SAMU, voilà. Mais, comment dire, j'ai aperçu la procureure cet après-midi sur une chaîne d'infos qui donnait les détails. Mais, comment dire, mais il avait un dossier, mais c'est de la folie, quoi. Conduite sans permis, injures, agressions, patati, problèmes conjugaux. Enfin, bon, le gars, il devait au moins avoir une vingtaine ou une quinzaine de chefs d'inculpation, hein, depuis l'an 2000. Hein. Donc, le gars, voilà, depuis sa majorité, il a pratiquement eu chaque année des problèmes avec la justice. Voilà, hein, nous importons la barbarie dans nos rues. Et, comment dire, il me semble que c'est certainement la 30e femme, ou peut-être même un soupçon de plus, voilà. Hein. Et bon, faites le tri dans le lot et vous verrez que dans toutes ces femmes tuées, je ne pense pas qu'il y ait, on va dire, 10-15% de victimes issues d'immigration, hein, ou dues à cause de l'immigration. Hein. C'est un pourcentage nettement plus important. Vous connaissez beaucoup, vous, d'hommes, on va dire gaulois, européens, de mentalité européenne, qui vont aller cramer leurs femmes dans la rue. Moi, j'en connais pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi des saletés chez les Européens, mais il semble que nos amis d'outre-mer soient un petit peu plus enclins à meurtrir, tuer et avoir des actes de barbarie envers leurs compagnes qui ne conviennent plus ou qui ne veulent plus obéir. Bien. Alors, je vais revenir d'abord sur la manipulation médiatique. Vous allez voir ce qui s'est passé. Rappelez-vous donc, je parlais des deux grandes filles de cette dame du 23 avril déjà, Stéphanie Montformet, agent administratif, qui est égorgée par derrière dans le commissariat de Rambouillet au cri de Allah Akbar par un ressortissant tunisien. Encore un attentat d'origine islamiste, commis par un immigré arrivé illégalement. Comme d'habitude, cela fait désordre dans le paysage politiquement correct du vivre ensemble, où on vous dit à longueur de journée qu'il n'y a aucun lien entre immigration et attentat. Évidemment, tous les immigrés ont la nationalité française. Alors on vous dit, mais ils étaient tous français. Mais oui, mais bien sûr. Voilà. Hein. Alors, un concours de circonstances des généraux en retraite a eu la bonne idée de publier quelques jours avant sur un blog une tribune alertant sur le délitement de la France, en faisant un constat tout à fait normal, en disant ça va mal finir avec toutes ces histoires. Bon. La tribune a été reprise le 21 avril par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles et ça tombait juste sur les 60 ans du putsch d'Alger. Alors tout de suite, c'était... enfin bon. Et puis Marine Le Pen l'a commenté le matin du 23 avril, disant qu'elle partageait leur diagnostic et leurs craintes. Alors, on est tous à le partager. Hein. De toute façon, 60-70% des Français partagent ce sentiment. C'est pas ni être raciste, ni être quoi que ce soit. Vous voyez bien ce qui se passe tous les jours. Bon, voilà. Donc, les médias tenaient leur actu à monter en épingle et à maintenir à la une pour occuper tout l'espace médiatique, le temps de faire oublier les circonstances de l'attentat de Rambouillet. Ah, encore un islamiste, vous voyez. On parle des généraux, du putsch, des fascistes, etc., etc. Voilà. Impossible d'échapper au matraquage hystérique sur les risques d'un putsch en France et au déluge d'imagination à propos de cette tribune. France Info annonce la rébellion d'une partie de l'armée. Non mais attendez, vous les avez vus? Oh, je vois des chars qui passent, il y a les canons qui fument encore. Sur LCI, le chef du service politique de France Inter parle de généraux factieux. Mon Dieu, ils ont fait un coup d'État. BFM TV dénonce la menace d'une intervention militaire contre les institutions. Ah, j'en tremble, ça m'a coupé l'appétit. L'opinion met en garde contre une insurrection. Libération prend parti contre une sédition. Voilà. Les jours ont passé, la rébellion fantasmagorique n'a évidemment pas eu lieu, et à part les sempiternels hommages à la victime, cette fois repris en chœur par toutes les rédactions, le nouvel attentat islamique a été mis sous le boisseau
et on fait tout pour ne pas en parler. Donc terminé, plus d'informations sur le terrorisme islamiste en France. On a arrêté les débats et les analyses sur les origines de ce terrorisme et sur les liens effectués avec l'immigration débridée à laquelle notre pays est soumis depuis des années. Voilà. Et puis évidemment, quelques mois avant l'élection présidentielle, pas de questions gênantes aux dirigeants politiques sur les mesures qu'ils mettent en œuvre pour prendre le problème à bras-le-corps et protéger les Français. C'est peut-être la moindre des choses. Chaque nouvelle censure politiquement correcte qui empêche les Français d'être correctement informés est un pas en arrière dans la mise en œuvre de solutions. À force de nier le problème, on voit ce que ça donne. Hein. Donc il faut absolument stopper ces mensonges. Hein. Voilà, hein. D'ailleurs, même genre de manipulation, en novembre dernier, quand ils avaient monté en épingle l'évacuation par la police de la place de la République à Paris, occupée par des migrants, pour faire oublier l'attaque au hachoir près des anciens bureaux de Charlie Hebdo, la décapitation de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, et puis l'assassinat effroyable de 3 personnes en prière à la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Voilà. Ils ne cessent de minimiser et d'occulter le terrorisme islamiste en France. Voilà. Et ben du coup, cette manipulation s'est un peu retournée contre eux parce qu'ils ont fait quelque part la publicité pour cette tribune qui aurait pu passer un peu inaperçue. Et ils ont donné l'occasion aux Français de se prononcer sur le contenu de ce que disaient les généraux. Et les Français ont dit, mais ils ont tout à fait raison, et on est solidaires de nos généraux, il n'y a pas de raison. On les envoie se faire casser la gueule sur des territoires étrangers, et ils ont le droit quand même de donner leur avis et de voir que la situation se dégrade d'année en année, et maintenant, je dirais presque c'est de mois en mois, voire de semaine en semaine. Toutes les semaines, maintenant, vous allez avoir des coups de couteau, des égorgements, etc. Enfin bon, voilà. 6 sur 10 approuvent le constat avancé par les généraux sur le délitement de la France, l'indigénisme, l'islamisme, etc., etc., etc. Voilà. Alors, ces journaleux, ces journalopes n'enquêtent pas. Ils rabâchent toujours la même chose, ce qui les arrange. Et j'ai eu l'occasion d'apercevoir un article du Monde Afrique rapidement mené par un journaliste, Nicolas Beau, mis en ligne le 26 avril. Et ce fameux, comment dire, c'était Jamel G qui a tué la dame dans le commissariat, n'est pas le loup solitaire. Vous savez, il était dépressif et tout. Je vais vous donner toutes les révélations. Lorsqu'il est arrivé sur le territoire français en 2009, en infraction bien sûr, ce jeune Tunisien rejoint Mohamed Laoui Boulel, installé à Nice depuis 5 ans et qui sera l'auteur du terrible attentat avec le camion de 2016 qui fera 86 morts. Vous voyez ? Tiens, ils se rencontraient. Ce même Jamel a été endoctriné par un imam salafiste, Béchir Ben Hassen, qui a sévi quelques années en France avant de revenir en Tunisie. Voilà. Donc on voit qu'il était dans une mouvance. C'est pas un gars qui a pété des plombs comme ça. L'assassin de Nice, Mohamed Louaj Bouel et Jamel G ont un point commun, ils sont originaires de la ville de Msaken, en Tunisie, une ville dont un imam aurait, 10 jours avant le triple meurtre à la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice, diffusé une vidéo sur Facebook prêchant la décapitation de tous ceux qui offensent le prophète Mohammed. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, avec ces relations, on apprend que Jamel ne s'arrête pas là. Le journal Marianne nous apprend sur Twitter qu'après la mort de Samuel Paty, l'égorgeur de Rambouillet, écrit sur Facebook, oh, les musulmans, maintenant nous allons répondre aux insultes de la France et de Macron contre notre prophète Mahomet. Et donc ce monsieur se permet sur sa page Facebook de prêcher la revanche contre les Français. 2 mois après, il obtenait sa carte de séjour d'une durée d'1 an. Elle n'est pas belle, la vie? Et moi, si je mets quelque chose d'un peu sexe sur Facebook, on me sucre ma page. Lui, il a gardé sa page Facebook et en plus, on lui donne une carte de séjour. Voilà. Donc, voilà. Donc,
Et ça y est, le 30 avril, cet acte terroriste n'était déjà plus à la une des médias et tout était au plus évoqué durant l'enterrement de la fonctionnaire assassinée. Scandale d'État n'aura pas lieu, les médias de grand chemin sont déjà passés à autre chose. Vous voyez, il y avait un rapport entre l'assassin du commissariat et l'assassin de Nice et voilà. Et maintenant cet égorgeur, voilà, il faisait partie de toute la bande, de toute une bande qui se connaissait. Alors, j'ai eu l'occasion, et je vais y revenir, on va revenir justement sur cet attentat de Nice, Nadine, Simone, Vincent, tués parce que mécréants et chiens aux yeux de l'islam. Et vous allez voir que les faits sont têtus, l'équation est encore une fois islam égale victime. Le Tunisien, vous savez, qui est venu égorger venait vraiment pour tuer au nom d'Allah. Il a écrit noir sur blanc dans un texto avant d'arriver en France. Voilà. Hein. Alors, il y a une enquête au niveau d'information en Italie, etc. etc. 2000 messages ont permis de retrouver le parcours de l'assaillant de l'île de Lampedusa en Italie à Rome, 20 000, et enfin Nice. Voilà. Hein. Il s'appelait Brahim, hein, rappelez-vous. Hein. Perpétré le 29 octobre dernier. Voilà. Et il souhaitait monter à Paris. Je vais retrouver son texte. Je suis assez... voilà. Il écrivait dans un texto « Demain, je partirai pour la France, le pays des mécréants et des chiens », a-t-il adressé par texto à un ami le 25 octobre à 21h52. Il était encore à Rome. Et le lendemain, à 20h37, il évoque la capitale française. « Je suis encore à Nice, je veux venir là où tu es, à la Tour Eiffel, mais le billet est à 150 €. Le billet est trop cher, je suis ici jusqu'à ce que Dieu me facilite. » Voilà. Et donc voilà. Et ensuite, nous ne pouvons pas monter à Paris pour aller faire un meurtre. Il l'a fait à Nice. Voilà. Hein? Et pendant ce temps, Macron veut déconstruire l'histoire de France. Voilà. Mais il faudra lui dire que l'islam y était inexistant dans un passé récent et que la France n'a pas à devenir musulmane. Voilà. Hein. Les Français qui étaient là avant l'immigration musulmane, massive, et qui sont honnêtes, le savent parfaitement et peuvent en témoigner, l'islam ne faisait pas partie de notre communauté. On avait quelques personnes qu'on voyait de temps en temps dans la rue, etc. Je me souviens quand j'étais tout petit enfant, au moment de la guerre d'Algérie, parfois il y avait quelques anciens qui étaient en tenue traditionnelle, en djellaba, etc. Mais bon, la France, l'Europe en général, ne connaissait pas tous ces problèmes avant la présence de l'islam et l'obligation de vivre ensemble avec ce tiers-monde, ces coutumes d'un autre âge, d'une certaine barbarie, qui sont importées de l'autre côté du continent. Bien. Je termine pour les horreurs. Je vais juste parler 5 minutes d'histoire sur Napoléon. Vous savez que c'est mon dada. 2 petites photos. Et je suis à vous. Je reprends un petit hommage personnel, mais vous allez comprendre le sens de ce que je veux dire. Grandeur et décadence, grandeur pour Napoléon, décadence pour Macron. Hein. Donc Napoléon est mort le 5 mai 1821 à 17h49. Son visage avait pris au cours de la journée de plus en plus l'aspect de celui Bonaparte, jeune, d'une stupéfiante beauté selon les présents. Hein. Il avait 52 ans. Mais il avait dit, on pouvait dire, ce n'est pas lui qui était mort, il l'avait prédit le 16 mars. En quel état suis-je tombé? J'étais si actif et alerte. À peine si je puis à présent sauver ma paupière, je ne suis plus Napoléon. Voilà. Non, il n'était plus Napoléon, rongé par le cancer, la solitude, les trahisons, les mauvais traitements. Il a écrit son testament le 15 avril 1821. Je meurs prématurément, assassiné par l'oligarchie anglaise, etc., etc., etc. Mais c'est la France, plus encore que son fils, qui l'occupe, qui le préoccupe. La France, la fille de sa chair, qui l'a tant défendue, tant aimée. Les deux, issues si malheureuses des invasions de la France, lorsqu'elle avait tant de ressources, sont dues aux trahisons de Marmont, Augereau, Talleyrand, Lafayette.
Il dit « Je leur pardonne, puisse la postérité française leur pardonner comme moi ». Un peu plus tard, il dira sa fatigue à son médecin anglais, Arnott. « Dans mon beau temps où je pouvais dicter à 4 secrétaires et leur donner beaucoup de travail quand il préparait tous ces codes civils, toutes ces réformes, etc. » Et je vais y venir. Napoléon avait perdu le goût de vivre. Comment peut-on d'ailleurs avoir envie de vivre quand on a mis toute l'Europe sous sa botte, quand on a fait et défait des lois, quand on a construit de A à Z la France dans un travail d'Hercule incroyable, alors que l'on accomplit par ailleurs un travail de conquérant digne de celui d'Alexandre? Peut-on, quand on a conquis toute l'Europe, reconstruire en quelques années une France exsangue, menacée par l'ennemi de l'extérieur, les rois, les empereurs étrangers, et par l'ennemi de l'intérieur, les royalistes et les rivaux de Napoléon Bonaparte? Comment peut-on trouver un quelconque intérêt à se promener dans une île et s'asseoir sous un arbre et se contenter d'écrire ses mémoires? Alors je vais vous dire, Napoléon, quoi qu'on puisse dire sur les guerres, etc., etc., des guerres, il y en a toujours eu. Louis XIV en a fait, Louis XV aussi, Louis XIII aussi. Ils ont défendu les frontières contre l'Espagne, contre la Hollande à l'époque, etc. La France était envahie de tous les côtés. Comprenez qu'il y avait une révolution, un bien ou un mal. Je sais que certains, dans mes interlocuteurs, sont un petit peu royalistes et parlent toujours des francs-maçons qui ont amené la révolution, etc. Je veux bien entendre toutes sortes d'objections. Donc, la France est complètement entourée par des royaumes qui ne veulent pas entendre parler de république, parce que ça va donner un mauvais exemple à leur sujet. Comprenez que si les gens voient que ça se passe bien en République française, ça peut leur donner des idées en Hollande, en Espagne, etc. etc. Donc voilà. Donc je tiens à dire, Napoléon, c'est le personnage le plus connu après Jésus-Christ. Voilà. Napoléon Bonaparte a laissé derrière lui un legs qui continue de fasciner encore des générations d'Européens depuis 2 siècles. Donc il est aux Invalides, dans son fameux tombeau. Et donc, hier, il y a eu une commémoration, sans le célébrer, juste en le commémorant. Bon. Il a connu un destin unique, un nom qui résonne avec celui des plus belles heures de notre histoire. Certes, une histoire guerrière, Arcole, les pyramides. Il était en Égypte, il est monté en haut des pyramides. Il a emmené plein de savants. Et c'est comme ça qu'on a découvert par la suite, on a pu répertorier les hiéroglyphes, et ensuite, on a pu les déchiffrer. Mais les pyramides... Franchement, quel est le monarque français qui a emmené toute sa troupe jusqu'aux pyramides? Marengo, Austerlitz, Iéna, Eyo, Friedland, on est monté jusqu'à Moscou. Autant de batailles remportées par l'homme du 18 Brumaire qui aura marqué de son empreinte la première moitié du 19e siècle. Invention des lycées, la Banque de France, la Légion d'honneur, les égouts, le Code civil, les préfets et même la numération pair-impair des rues. C'était un homme complet. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était certes un talentueux militaire, dont les tactiques de guerre sont encore enseignées, un réformateur de génie. Voilà, c'est un héritage avec lequel nous vivons tous les jours, parfois même sans le savoir. C'est ça que je veux dire. C'est certainement le seul monarque qui est toujours dans l'actualité. Bon, premièrement, il a fait une espèce de grande Europe, mais... Voyez, vous allez à la préfecture, voilà, le facteur vous emmène du courrier au numéro 20 de la rue Untel, voilà. En face, c'est impair, chez vous, c'est pair, c'est grâce à Napoléon. Il y a des égouts, c'est Napoléon. Enfin, des tas de choses. C'est ce qui est intéressant, si vous voulez, hormis l'aspect guerrier, et ça, bien sûr, je veux bien comprendre le ressentiment de certaines personnes, mais c'est l'aspect civilisation civile, voilà, vous voyez, la mise en place de l'organisation de la cité, et c'est fantastique, c'est quelque chose de vraiment très spécial. Voilà. Et puis, alors, par contre, c'est un homme effectivement très très malin. Après, il a su mettre une certaine censure sur la presse, il façonnait les articles pour qu'on parle de lui, ça lui donne une certaine aura. C'est sûr qu'il s'amusait à rédiger lui-même des articles qui le mettaient en valeur sur les campagnes d'Italie, Arcole, etc., etc. Et il faisait faire des tableaux qu'il représentait en train, sous la mitraille, de traverser
Arcole, justement, le pont d'Arcole. Je me souviens, tout gamin, moi, quand je lisais mes bouquins d'histoire, voilà, qui n'arrivait devant Napoléon traversant un espèce de pont-levis, et allant essayer de virer les Autrichiens qui occupaient l'Italie, mitraillé par les canons, alors que, bon, en vérité, il est tombé, il a glissé, il a failli mourir, il était dans la boue et tout, mais voilà, il a enflammé, et après, dans la postérité, il est rentré, voilà. C'est quelqu'un qui a su, déjà dès le départ, être dans la communication. Alors bon, d'accord, il a poussé un peu, mais c'est l'un des premiers qui a su faire en sorte que voilà, il s'est créé sa légende, et puis après les gens l'ont suivi, parce que bon, quand vous voyez cet homme aux dizaines, aux centaines de victoires, qui parfois à 1 contre 3 remporte des batailles contre des méchants Autrichiens, Prussiens, etc., etc., et puis ces sactanés anglais et hollandais qui nous foutent à jamais la paix. Mais d'ailleurs, c'est pas lui à chaque fois qui déclarait la guerre, hein. C'est surtout les autres qui ne voulaient pas voir ce Buonaparte sur le trône de France et qui venaient tous les 2-3 ans relancer une guerre. Voilà, ils voulaient absolument le virer et réinstaller les rois de France. Voilà, hein. Il abdique la première fois en 1814. C'est un sacré déchirement. Il ne pense d'ailleurs qu'à son retour. L'épisode des 100 jours achèvera d'ailleurs de créer une légende qui se poursuit aujourd'hui ancrée dans notre subconscient national. Si à Waterloo il l'avait gagné, si le fameux Grouchy serait arrivé à temps à la place de Blücher, il pouvait remporter la victoire. Combien de temps aurait-il pu tenir encore? Voilà. Mais il a quand même été beaucoup trahi par des gens qui ont magouillé, qui ont même poussé à ce que les ennemis attaquent la France, qui ont tout fait en disant il est affaibli, attaquez-nous de nouveau et vous allez gagner. Vous voyez, des Talleyrand et je ne sais plus qui l'autre, mais il y avait des sacrés fripouilles, quoi, voilà, qui se sont bien, comme on disait, la merde dans un bas de soie. Je crois que c'était quelque chose comme ça, hein. Bref, voilà. Et donc, eh ben oui, après Waterloo, il garde une amertume qu'il aura tout le loisir de ruminer à Sainte-Hélène, où il sera envoyé à un exil. Sainte-Hélène, c'est un toute petite île, un petit caillou au large des côtes d'Afrique du Sud, sous bonne garde de Britanniques beaucoup trop zélés et heureux de s'être enfin débarrassés de l'ogre corse. Et par cette triste fin, il rentre encore plus, ce que je voudrais dire, il rentre encore plus dans la légende. Voilà. C'est ce qu'il faudrait retenir. Voilà. C'est voilà. C'est quelqu'un de très très complet. Et pensez à tout ce qu'il nous a apporté en plus. Et voilà, il a su faire un mixte entre l'État, la nation, les instituts, l'héritage de la Révolution. Enfin, bon. Nul n'est parfait, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même l'un des rares hommes qui avait un talent militaire, qui pouvait tout bousculer sur son passage, et qui en même temps pouvait travailler des nuits et des nuits avec X conseillers. Il nous l'a dit, à Moscou, en flammes, il trouvait le moyen de dicter encore à ses secrétaires des articles de loi, des choses, le fameux code civil, bien entendu, avec effectivement des gens autour de lui, mais c'était lui qui agglomérait toutes les capacités des gens autour et qui donnait le plan général, et au fur et à mesure ça venait s'agréger et ça faisait une certaine... ça faisait un code civil, ça faisait des articles de loi, ça faisait le Conseil constitutionnel, ça faisait des tas de choses, des tas de réglementations, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous laisse. Donc pour l'instant, on va faire comme d'habitude. Donc je vais publier sur YouTube. Les personnes qui m'ont laissé leur mail pour le recevoir directement, je vais essayer de me débrouiller. Et puis je vais faire au mieux. En tous les cas, bon, on a un petit battement pendant une bonne semaine en espérant que mon acolyte, mon technicien puisse être rétabli et continuer son très très beau travail, puisqu'il m'a fait une jolie page web francinfo.fr. Voilà. Je vous remercie. Terminez bien la semaine.
Demain, c'est vendredi. Et puis à très bientôt. N'oubliez pas de partager un maximum. Et puis je remercie les personnes qui se sont abonnées sur mon site. Et puis on va continuer. Hein. Bon, il faut savoir surpasser les embûches. Et on en a eu, on en aura d'autres. Mais quand on a de la volonté, on continue. En tous les cas, merci beaucoup. Et allez, partagez, partagez, partagez. Je vous salue, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci de votre accueil et de votre compagnie. Merci.